Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi 3 septembre, il est l'heure de l'info. Ils sont parmi les premiers impactés lorsque la météo fait des siennes. Les artisans qui travaillent en extérieur doivent s'adapter. Nous avons suivi des couvreurs cet été. Le centre équestre de Saint-Dizier vient de remporter une médaille d'argent au championnat de France de poney. Les cavaliers sont bien sûr revenus avec le sourire. Pour les amoureux du lac du Der ou pour les touristes de passage, le canoë-kayak est une activité parfaite pour arpenter le plan d'eau. En cette saison estivale, les visiteurs étaient au rendez-vous. En 2024, on commémore les 80 ans de la Libération, mais aussi le 80e anniversaire du massacre de la vallée de l'Assau. Nous en parlerons avec nos invités à la fin de ce journal. Et on débute cette édition avec cette information. L'homme décédé dans un accident de voiture ce week-end à Éclaron était très connu dans le monde hippique. Alain Fortin, âgé de 61 ans et père de 5 enfants, a perdu la vie dans un choc frontal. Selon les premiers éléments publiés dans la presse locale, le cavalier rentrait d'une compétition à Fontainebleau dans la Seine-et-Marne à bord d'un véhicule léger. Il aurait percuté un minibus avec 4 personnes à son bord. 3 personnes sont encore grièvement blessées. Tout au long de la journée, plusieurs hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux. Tout autre chose désormais, de la pluie, du soleil et des températures qui ne cessent de monter ou de descendre. Depuis le début de l'année, les couvreurs sont particulièrement impactés par la météo. Une difficulté supplémentaire qui vient s'ajouter dans un secteur déjà compliqué. Il engendre une pénurie de main-d'œuvre, entraînant inévitablement des retards sur les chantiers. Céline Moreau a été à la rencontre de 2 d'entre eux. Pluie, soleil et encore de la pluie. L'année 2024 s'est traduite par une météo particulièrement capricieuse. Un hiver long, un été court, des températures très hautes ou très basses. Ces changements ont un réel impact sur les entreprises qui travaillent à l'extérieur. Là, c'est l'étape de remplissage des panneaux avec la laine de bois qui va servir à l'étanchéité thermique. Depuis près de 11 mois, Nicolas, couvreur et charpentier, en fait le constat. Ces 5 chantiers sont tous retardés. On a un mécontentement de nos clients puisque de fait les délais s'allongent. En plus, souvent, ils ont les échafaudages implantés chez eux pour des mois. Sans activité, donc forcément des travaux qui s'inscrivent sur le long terme et forcément c'est souvent très difficile à accepter. À Rue, la météo n'a pas épargné le chantier du château, situé au centre-ville. Depuis 2 ans, ces artisans restaurent la charpente de ce monument historique, construit en 1792. Les travaux, financés par la Fondation du patrimoine, prennent le double de temps initialement prévu. Clairement, ce chantier est vraiment le témoin de l'impact de la météo puisque ce chantier aurait dû être aujourd'hui terminé et aujourd'hui on va être pratiquement au double de temps entre guillemets de travaux engagés sur cet édifice. Pour y faire face, ils cherchent des solutions alternatives. Il aurait fallu y mettre dès le départ et prévoir un parapluie, c'est-à-dire une surtoiture au-dessus de l'édifice pour permettre de travailler en n'importe quelle condition climatique sur ce chantier. La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur et les nombreuses urgences dues aux dégâts causés par les intempéries à Meure et à Poisson n'ont fait qu'aggraver les choses. Les premiers à en pâtir sont les clients. Un peu énervé par ce retard, le propriétaire de ce château a refusé de nous répondre. Wilson connaît la même situation. Couvreur à Saint-Dizier depuis 11 ans, il observe également avec impuissance ces nouveaux phénomènes météorologiques, orages violents, mini-tornades ou encore inondations. Alors, comme tout le monde, il essaye de s'adapter. Donc là, on se trouve actuellement à Ancerville. Donc je suis intervenu sur ce chantier car il y a pas mal de fuites dues aux conditions climatiques. Et avec la météo actuelle, on a pas mal de retard, donc j'essaye de rattraper le retard comme je peux. Sur celui-ci, c'est un chantier qui peut durer à peu près une journée. Donc j'ai pas eu beaucoup de retard en soi. Je dois avoir à peu près 3 semaines sur celui-ci de retard. Et il faut à tout prix que j'essaie de le finir, on va dire, dans les 10 jours qui arrivent. Ces variations météorologiques deviennent récurrentes. Les artisans doivent donc s'adapter et ainsi trouver de nouvelles façons de travailler en achetant par exemple du matériel adapté. Cela entraîne inévitablement une augmentation d'environ 15% de la facture.
Début juillet a eu lieu les championnats de France de poney à La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Des jeunes cavaliers de Saint-Dizier y ont décroché la 2e place, une première pour le centre équestre. Désormais de retour, la petite équipe est fière de montrer sa médaille d'argent. Janice Gallard et Julien De Bruyne ont pu les contempler de plus près. Leur médaille brille comme leur sourire. Cet été, il n'y avait pas que les athlètes des Jeux Olympiques qui ont performé lors des épreuves. Les jeunes cavaliers du centre équestre de Saint-Dizier sont arrivés 2e au championnat de France de poney 3D junior cet été. Une médaille d'argent au goût d'or pour toute l'équipe. On n'y croit pas forcément tout de suite. On arrive, on se dit, tous les gens ils sont autour de nous, on chante la Marseillaise, puis on est médaillés. C'est un rêve d'enfant de monter sur ces marches de podium que je ne pensais pas forcément réaliser. On y allait surtout pour le plaisir et pour s'amuser. Pour remporter cette médaille argentée, les 4 cavaliers ont dû réussir à sauter des obstacles allant de 70 à 75 cm de haut. Si ce concours n'était pas le premier pour certains, pour Harold, lui, c'était une nouveauté. C'était beaucoup de stress au début, l'appréhension d'y aller et tout, vu que c'était la première fois. Une fois lancé, il n'y a plus de stress et c'est vraiment que du plaisir à faire. À seulement 12 ans, la Benjamine du groupe L en est déjà à sa 2e participation. Bon voilà, je vous présente ma poney, Tulika du Basberg. Elle a 16 ans, c'est une poney de Français de Selle et c'est celle qui m'a accompagnée pour les championnats de France. C'est une chose exceptionnelle avec Ulika, la jument où j'ai été avec. Ça fait que1 an que je la monte. C'est quelque chose d'incroyable, surtout que j'ai fait le barrage, j'ai eu l'honneur d'emmener mon équipe jusqu'à la 2e place. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Après 7 participations sans réussite au championnat de France, la 8e aura finalement été la bonne pour la coach du centre équestre. Julie et Adeline au galop, si vous voulez, tranquillement Elina, voilà, descends bien tes talons. Oui, très bien. Alors ce sont 4 enfants qui travaillent très bien à l'école. Ils sont très calmes, très posés, jamais énervés, à cheval très attentionnés et ils évoluent énormément tout au long de l'année. Une saison sportive qui se finit en beauté pour le centre équestre et ses cavaliers. Ils espèrent à l'occasion élever le niveau en décrochant la médaille d'or. Le lac du Der, plus grand lac artificiel de France, se contemple différemment à chaque saison. Cet été, pour profiter des rayons du soleil et se divertir par la même occasion, une trentaine de touristes et d'habitués ont décidé de l'arpenter en canoë-kayak. Découverte de mangroves, des étangs et de l'histoire du lac, Céline Moreau a embarqué avec eux. Crème solaire, gilet de sauvetage, casquette, ils sont prêts. Ces kayakistes amateurs disposent leur canoë sur le lac du Der. Ces touristes ont fait le choix d'une activité mêlant la découverte et le sport. Benjamin les accompagne et leur explique l'histoire du lac. Donc il y avait cette énorme bâtisse qui était juste en dessous de nous. Historiquement conçu par les peuples autochtones, le canoë était utilisé pour chasser, pêcher et se déplacer. Cette embarcation était appréciée pour sa rapidité, mais pour maîtriser ce sport, il faut apprendre quelques gestes techniques. Pour tourner à gauche, on laisse Réna Pagaye loin derrière, à gauche. Voilà, comme ça. Simplement on laisse s'entraîner, ça fait tourner le bateau. Après avoir découvert l'étang Chevalier, direction l'étang La Dame, un endroit plus reculé où l'on peut admirer la riche biodiversité qu'abrite le lac. C'est plutôt agréable, c'est toujours intéressant de découvrir un milieu naturel qu'on ne connaît pas forcément. Et puis on voit des animaux, des bébés cygnes, donc c'est vraiment relaxant de passer une journée comme ça sur l'eau. On va repartir sur la droite, on prend la baie suivante. Vous avez à peu près 80 km de rive, donc c'est un décor qui évolue constamment. Là on a la chance d'avoir beaucoup d'eau, donc ça permet d'avoir un terrain de jeu qui a agrandi. On peut notamment passer dans les forêts, vous avez des petites mangroves, des choses comme ça c'est vraiment très sympa. Et puis au fur et à mesure que l'eau va baisser, là il va y avoir d'autres trésors qui vont se découvrir. En réalité le luxe c'est d'avoir accès à ce que les autres n'ont pas accès et là aujourd'hui c'est du luxe. On va avoir accès à des zones un petit peu cachées. Après avoir pagayé durant plus de 2 heures, les bras commencent à fatiguer, mais tout le monde a le sourire aux lèvres. Le beau temps, tout va bien. L'eau est bonne, nickel. Riche d'enseignements, on profite du beau temps, c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'avoir un autre point de vue sur le lac et sur son histoire.
Aujourd'hui, ces touristes ont découvert des étendues d'eau à perte de vue, des oiseaux et des végétaux préservés dans leur écrin naturel. Naviguer sur le lac du Der devient alors un voyage entre nature et sérénité. Le 29 août, la vallée de la Saulx dans la Meuse s'est recueillie, comme chaque année. En 2024, on commémore les 80 ans de la Libération, mais aussi le 80e anniversaire du massacre qui, en 1944, a fait 88 victimes. Bonsoir Luc Florent. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Midlet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, dans votre village, à Robert-Espagne, 51 personnes ont été tuées. Comment ça s'est passé ? Eh bien, nous sommes à la fin de l'été 1944. Un vent de liberté souffle sur la France, puisque Paris est libéré le 25 août. Les Allemands battent en retraite. L'armée allemande prévoit d'organiser une contre-offensive sur la région de Bar-le-Duc. Et lorsque l'armée allemande a traversé la forêt de Trois-Fontaines, au niveau du pont de la Belle Épine, entre Baudonvillers et Robert-Espagne, une action de la résistance a blessé un de leurs soldats. Donc forcément, il y a eu des représailles. Ils se sont installés dans le village dès le 29 au matin. Donc du coup... Ils ont exterminé tout le monde, j'ai envie de dire, ou c'était choisi? Comment ça s'est passé un petit peu? Non, ils ont été méthodiques dans leur rafle. Hein. Ils ont déjà commencé par incendier le bureau de poste, de manière à isoler complètement le village de toute communication avec l'extérieur. Et ensuite, donc, ils ont commencé à rafler les hommes. Donc ils ont fouillé les maisons une par une, pour rassembler les hommes sur le tertre au niveau de la gare de marchandises de Robert-Espagne. Alors, des familles entières ont été visées par ces tirs allemands, finalement. Comment ça s'est passé exactement? Exactement. Il y a des familles, il y a beaucoup de familles qui ont été touchées, il faut le dire. Il y a des familles qui ont eu quand même le père, le fils et le gendre de tués dans ces massacres-là. Et puis, apparemment, presque toutes les familles ont été touchées. Sauf que M. Fraîche, à ce moment-là, qui avait 12 ans à l'époque... C'était un habitant de Robert-Espagne. Un habitant de Robert-Espagne, exactement. Et il a tout de suite vu le danger. Donc il a couru, il a traversé tout le village, il a prévenu toutes les familles qu'il a pu. Il a dit « Sauvez-vous, les Allemands ramassent les habitants de Robert-Espagne ». Donc ils veulent les rassembler sur le terre des fusillés. Donc beaucoup se sont sauvés dans le bois, l'autre a traversé les rivières, la Saulx. Et moi je suis là aujourd'hui grâce à M. Fraîche, il faut le dire, qui a prévenu mon père et mon grand-père. Ils sont traversés la rivière et ils sont sauvés, comme M. Marcy, qui est décédé l'année dernière, juste un an après la commémoration. Hein. Et beaucoup se sont sauvés grâce à M. Fraîche. Qui ont pu faire évacuer tout le monde. Oui. Alors vous le disiez, ils sont montés à un endroit, c'est-à-dire qu'ils ont été appelés par les Allemands. Puis on dit venez à quel endroit? Comment ils ont été attirés finalement? Le Stéphane il le disait, le président des anciens combattants, ils ont quand même passé le temps de midi, ils ont coupé, comme il a dit, le bureau de poste, ils ont coupé le téléphone pour isoler le village. Et donc là, ils ont quand même, sur le temps de midi, ils ont compté les assiettes, savoir combien il y avait d'assiettes à table pour justement savoir où étaient les hommes. Donc il y en a, les familles ont dit, ils sont sauvés, les femmes qui restaient. Mais c'est vrai que c'était abominable de voir ça quand même. Et donc ils sont tous allés à un point de rassemblement? Donc ils sont montés au niveau du balastre de chemin de fer, situé à l'entrée du village. Et à 15h, malheureusement, l'ordre a été donné à la mitrailleuse de massacrer les 49 victimes, puisque 49 victimes ont été fusillées à Robert-Espagne au niveau de l'ancienne gare. Une personne a été abattue dans le centre du village et une personne qui avait arrivé à s'échapper dans les bois et qui voulait revenir sur le village le 31 août s'est fait abattre à la lisière de la forêt de Robert-Espagne. Vous le dites, 31 août, ils sont partis quand finalement? Ils sont partis le 30 après-midi. Donc au fur et à mesure... Il restait encore quelques groupes résiduels, notamment sur le pont sur Saulx, au niveau de la maison du maître de forge. Donc ils ont fusillé des hommes et ils ont aussi incendié le village. Ils ont incendié pratiquement toutes les maisons, s'il faut le dire. Hein. Et suite à ça, il y a eu un village provisoire qui a été reconstruit. Le village Nec, ils ont appelé ça par un moment. Mais bon, ça a été reconstruit de à peu près 200 maisons, c'est ça? 200 maisons sur 300 qui ont été incendiées le jour du 29 août. Donc aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'ancien Robert-Espagne, on pourrait le dire? Quelques maisons à côté de l'église et puis la rue Carnot qu'ils appelaient ça, maintenant la rue du 29 août qu'ils ont appelé, qui reste quelques maisons, c'est tout. Et la tour carrée au centre du village. Qui a été conservée. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, vous avez commémoré ce massacre, les 80 ans cette année. Comment on fait pour transmettre cette mémoire, pour la donner aux nouvelles générations qui n'ont pas vécu tout ça et qui ne le connaissent pas?
Eh ben, transmettre la mémoire, c'est important aujourd'hui quand même, parce qu'on s'aperçoit d'année en année, de toute façon, je vais vous le dire franchement, les commémorations officielles, il y a une année sur deux, Couvanges et Robert-Espagne, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de fusillés. À Couvanges, 26 fusillés, et à Robert-Espagne, on a dit 51 fusillés. Oui, c'est toute une vallée, donc voilà, plusieurs villages. Voilà, c'est toute une vallée, donc on fait une commémoration une année sur deux avec les autorités, les plus grandes autorités. Encore cette année, j'avais invité le président de la République, il a décliné l'invitation. J'avais été aussi Gérard Darmanin ou Geneviève Darrieussecq, la ministre des Armées. Mais pour transmettre la mémoire, on accompagne quand on dépose des gerbes. Encore cette année, il y avait 19 gerbes de déposés. Les maires et toutes les associations religieuses et patriotiques qui sont invitées. Et donc, à chaque dépôt de gerbes, on invite les enfants du village ou les villages voisins à accompagner les élus et les autorités. Voilà. C'est important pour vous? C'est important. L'oubli est l'un seul des morts. Donc, Georges Sand l'a écrit très bien, d'ailleurs. Il faut perpétuer le devoir de mémoire, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est notre devoir. Le sacrifice de ces gens-là ne doit pas tomber dans l'oubli. Et face à leur sacrifice, on ne peut que transmettre leur histoire. On ne peut que transmettre, voilà, tout à fait. Voilà. Alors justement, il y a aussi une école qui a été inaugurée en Exactement. symbole. Il y a 2 ans, à Trémont-sur-Saulx, la mairie a choisi de baptiser l'école du nom de Marie-Louise Caron, donc une adolescente de 16 ans qui revenait de conduire le cheval de l'exploitation agricole au parc, qui s'est fait fusiller par une patrouille allemande qui remontait sur Bar-le-Duc. Voilà. Après, Beuret-sur-Saulx, justement, cette année, a entrepris la restauration de la première pierre du monument qui avait été inaugurée et posée par le général de Gaulle en juillet 1946. Et donc, la stèle est mise en valeur. Donc, chaque village, à sa façon, entretient le devoir de mémoire et c'est indispensable. C'est indispensable. Devoir qui est plus important, notamment à l'aube de ces 80 ans de la Libération. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.